4 ans après le départ désastreux des États-Unis, la nation afghane est à 2 doigts de la guerre. Mais cette fois, les dirigeants talibans ne doivent pas craindre les Américains. L'Afghanistan était confronté à une menace locale plus proche, son voisin du sud-est, le Pakistan, nettement plus puissant. Ces derniers jours, l'Afghanistan et le Pakistan ont eu plusieurs affrontements meurtriers à la frontière, avec un bilan potentiellement de plusieurs centaines de morts, bien que le chiffre exact reste incertain. Le Pakistan bombarde Kaboul, les talibans déplacent des chars vers la frontière et un cessez-le-feu précaire doit expirer dans moins de 24 heures lors de cette diffusion. En 2025, pour la deuxième fois, le Pakistan, puissance nucléaire, connaît un conflit croissant avec un voisin proche. Et cette fois, la dévastation humaine de tous les côtés pourrait s'avérer bien pire. Pour comprendre la situation entre l'Afghanistan et le Pakistan, il faut distinguer deux groupes. Les talibans afghans, au pouvoir depuis le retrait américain en 2021, et les talibans pakistanais. Les talibans pakistanais rappellent aujourd'hui les anciens talibans afghans, une insurrection asymétrique cachée dans les collines, mêlée à la population pachtoune et menant des attaques parfois dévastatrices. Officiellement, les talibans afghans et pakistanais sont deux groupes distincts et l'Afghanistan nie tout soutien aux talibans pakistanais, auteurs d'attaques régulières contre l'armée, les forces de sécurité et les civils pakistanais. Les talibans pakistanais traversent souvent la frontière pour se réfugier en Afghanistan. De nombreux analystes extérieurs estiment qu'ils reçoivent effectivement le soutien de leurs homologues afghans et le Pakistan rejette systématiquement les démentis de l'Afghanistan, insistant au contraire sur le fait que les talibans afghans soutiennent pleinement leurs homologues pakistanais avec l'appui financier du principal ennemi du Pakistan, l'Inde. C'est un point de tension majeur entre Islamabad et Kaboul, et bien que les deux nations aient tenté de maintenir un état de paix très fragile, aucune des deux n'a confiance dans le gouvernement de l'autre. Avec ce contexte, nous pouvons identifier quand, où et comment cette désintégration régionale a débuté. Le 8 octobre, un convoi militaire pakistanais a été attaqué par les talibans près de la frontière afghane. Après que le convoi a été touché par plusieurs explosions de bombes artisanales, des combattants talibans pakistanais ont affronté les troupes pakistanaises dans une fusillade, tuant au total 11 personnes, dont plusieurs officiers. Le Pakistan a d'abord donné une autre version des faits, mais il apparaît désormais que l'embuscade du convoi, décrite par les talibans pakistanais, a bien eu lieu. Le lendemain, le 9 octobre, on pense que le Pakistan a mené une frappe aérienne à Kaboul visant le chef des talibans pakistanais, l'émir de longue date Noor Wali Mehsud. Le Pakistan nie être à l'origine de la frappe aérienne et des enregistrements audio non vérifiés suggèrent que Mehsud a finalement survécu à l'explosion, mais plusieurs hauts responsables des talibans pakistanais ont été tués et le Pakistan aurait mené d'autres frappes aériennes ailleurs en Afghanistan. Le même jour, les talibans pakistanais ont lancé des représailles, tuant 7 policiers dans une académie et 11 soldats lors d'une embuscade contre un convoi. Une troisième attaque a tué 3 civils et 2 paramilitaires alliés au gouvernement pakistanais à Bajaur. Le Pakistan a aussi annoncé ce jour-là avoir mené plusieurs raids contre des caches de talibans pakistanais dans la même zone que l'embuscade contre le convoi, tuant 30 combattants du groupe. Dans la nuit du 11 octobre au 12 octobre, il était déjà évident que les régions où les talibans pakistanais sont les plus puissants étaient au bord du chaos. Mais cette nuit-là, ce sont les talibans afghans et non les talibans pakistanais qui allaient passer à l'offensive. Des unités talibanes afghanes ont mené des attaques de représailles dans l'obscurité sur une zone frontalière disputée en réponse aux frappes aériennes présumées du Pakistan à Kaboul. Sous la direction d'un vétéran taliban actif avant 2001, les troupes afghanes ont attaqué plusieurs postes militaires, affirmant avoir infligé de lourdes pertes et capturé de nombreux sites. Des membres des talibans pakistanais auraient aussi participé, mais il n'était pas clair s'ils savaient à l'avance pour l'attaque ou s'ils ont rejoint après avoir été informés. Le Pakistan a vigoureusement réagi en déployant des troupes à la frontière et en attaquant les postes de garde talibans afghans dès que possible. L'Afghanistan a tenté d'imposer un cessez-le-feu unilatéral pendant les combats, mais le Pakistan a refusé et les affrontements ont continué jusqu'au matin. Alors, chaque camp s'est replié sur des positions plus sûres, mais le carnage laissé a suscité une vive controverse internationale.
Les talibans afghans affirment n'avoir perdu que 9 combattants et eu 18 blessés ou moins, tandis que Z aurait tué 58 soldats pakistanais et capturé 25 avant-postes. Le Pakistan affirme n'avoir perdu que 23 soldats, mais déclare avoir tué plus de 200 combattants talibans afghans et d'autres groupes et revendique 21 de leurs avant-postes. Évidemment, ces récits ne concordent pas, bien que les deux gouvernements aient l'habitude d'obscurcir ou de minimiser leurs pertes lorsque c'est possible et d'exagérer les dégâts qu'ils affirment avoir infligés à leurs adversaires. Le Pakistan a diffusé des images montrant la destruction de postes talibans, mais ces vidéos n'ont pas été vérifiées indépendamment. Après les violences du 12 octobre, la reprise des combats était inévitable, surtout que les dirigeants pakistanais, dont le premier ministre Shehbaz Sharif, avaient promis de riposter fermement. Les dirigeants afghans ont réagi à la rhétorique pakistanaise, affirmant que tout acte du Pakistan provoquerait une forte riposte des combattants afghans. Le Pakistan a fermé tous les points de passage sur les 2600 km de frontière et, selon des sources afghanes, mené des frappes de drones dans le sud de l'Afghanistan. Les frappes de drones ont continué le lendemain dans la province de Kandahar, puis la région est restée calme pendant un peu plus d'une journée. Dans la nuit du 14 au 15 octobre, le Pakistan a accusé les talibans afghans et pakistanais d'avoir tiré et lancé des munitions lourdes sur son territoire. Selon le Pakistan, personne n'a été blessé et l'acte semblait être davantage une démonstration de force, bien que le Pakistan ait répondu par des tirs de mortier qu'il a affirmé être responsable de la mort de 20 autres combattants talibans. Quelques heures seulement après cet échange bref, dans la matinée du 15 octobre, la zone frontalière a été secouée par la pire phase de combat jusqu'à présent. Ce jour-là, l'enfer a frappé la zone frontalière, les combattants afghans et pakistanais s'affrontant à distance, chaque camp signalant des tentatives d'attaque d'infanterie. Au Pakistan, la ville frontalière de Shaman a subi de lourds bombardements depuis l'autre côté de la frontière, causant la mort de plusieurs civils. Des drones pakistanais ont frappé des positions afghanes près de la frontière, tandis que des frappes aériennes ont visé à plusieurs reprises le quartier général taliban à Kandahar et la capitale Kaboul. Une vidéo montrait des chars antiques sous le contrôle des talibans afghans roulant vers la frontière pour venir en aide à environ 700 combattants talibans ou plus, arrivés juste avant le début des combats et qui avaient pris position pour renforcer leurs alliés déjà présents dans la zone frontalière. Le Pakistan a reconnu la perte d'au moins 7 soldats pakistanais, tandis que l'Afghanistan a déclaré qu'au moins 15 de ses propres civils avaient été tués et plus de 80 femmes et enfants blessés dans le district de Spin Boldak. Des deux côtés, le nombre réel de morts serait bien plus élevé et l'Afghanistan aurait perdu beaucoup d'équipements lourds, dont plusieurs chars. S'il y avait un point positif au milieu de toute cette mort et cette destruction, c'est que les combats du 15e n'ont pas duré longtemps. En fin d'après-midi, le Pakistan et l'Afghanistan avaient accepté un cessez-le-feu temporaire. Il expirera vendredi 17 en fin d'après-midi, heure locale à la frontière Afghanistan-Pakistan, sauf prolongation d'ici là. Mais au moins pour l'instant, les combats sont en pause. Nous avons exposé les événements ayant mené à ces affrontements transfrontaliers, mais pas encore le contexte plus large, ni l'escalade des tensions touchant le Pakistan, l'Afghanistan et les talibans pakistanais depuis des années. Bien que les talibans pakistanais représentent une menace pour Islamabad depuis de nombreuses années, les combats se sont vraiment intensifiés après que l'ancien premier ministre du Pakistan, Imran Khan, a été évincé du pouvoir en 2022. Imran Khan supervisait des efforts pour conclure un accord de cessez-le-feu avec les talibans pakistanais lors de négociations qui étaient parfois même facilitées par les talibans afghans, mais les dirigeants du Pakistan après Imran Khan ont préféré une approche beaucoup plus punitive. Entre le 1er janvier de cette année et la fin du mois de septembre, les autorités pakistanaises ont élargi leur répression contre le groupe, le Centre d'études et de recherche sur la sécurité basé à Islamabad, ayant recensé 2414 morts pendant cette période de 9 mois. Si ces chiffres persistent, 2025 sera bien plus meurtrière pour les opérations anti-talibans du Pakistan que 2024. Les talibans pakistanais sont largement responsables de la hausse des morts après avoir multiplié les attaques suicides, embuscades et assauts dans tout le pays, surtout au nord. L'Armed Conflict Location et Event Data Project rapportent que les talibans pakistanais ont mené plus de 600 attaques cette année, soit plus de 2 par jour, faisant de 2024 leur année la plus active de la décennie. Parallèlement, les relations du Pakistan avec les talibans afghans se sont détériorées, en partie à cause des frappes aériennes pakistanaises en Afghanistan contre des refuges présumés de talibans pakistanais.
Le gouvernement en Afghanistan a toujours pris ombrage de ces frappes, bien que les opérations du Pakistan n'aient généralement pas entraîné d'escalade directe, puisque jusqu'à présent, elles n'ont pas visé de grands centres de population et encore moins Kaboul. Dans le même temps, même si l'Afghanistan nie soutenir les talibans pakistanais, le gouvernement là-bas est très hésitant à prendre des mesures contre le groupe. Essayer cela et les radicaux du gouvernement afghan soutiendraient probablement les talibans pakistanais et emmèneraient leurs combattants. Si ces combattants perdaient confiance dans les talibans afghans, ils pourraient se dériver idéologiquement vers une position plus extrême où la branche de l'État islamique au Khorasan serait prête à les accueillir. Pendant ce temps, les soupçons du Pakistan envers les talibans afghans ont augmenté le 15 octobre alors que les combats reprenaient et que le ministre des Affaires étrangères afghan se rendait en Inde pour renforcer les liens. Quant à ce qui va se passer maintenant, la question la plus importante est de savoir si ces deux parties seront capables de réduire les tensions avant l'expiration du cessez-le-feu actuel. Des sources et médiateurs internationaux indiquent que le Pakistan et l'Afghanistan montrent une volonté de réduire la violence, offrant ainsi un motif d'optimisme prudent. Mais dans l'éventualité où un cessez-le-feu plus long ne serait pas mis en place dans les 48 heures disponibles, nous devons nous poser une deuxième question. Cette crise pourrait-elle dégénérer en une guerre totale? Heureusement, nous avons de bonnes nouvelles à ce sujet, en particulier qu'il est hautement improbable qu'une véritable guerre conventionnelle soit même envisageable. Ce n'est pas par manque de volonté de part et d'autre, c'est plutôt une question des limites auxquelles les talibans afghans sont confrontés. Bien que le pays ait capturé beaucoup d'équipements fabriqués aux États-Unis lors de sa prise de pouvoir en 2021, il lui manque toujours les blindés lourds, les avions, les capacités de collecte de renseignements et les combattants de haut niveau dont il aurait besoin pour mener une véritable guerre ouverte. Le Pakistan, en revanche, possède la 6e plus grande armée du monde, si l'on s'en tient aux chiffres, et il dispose de plus de 1000 chars de combat principaux relativement avancés et de plusieurs milliers de pièces d'artillerie au sol, ainsi que de près de 400 avions de combat opérationnels dans les airs, dont des F-16 américains et des J-10C chinois. Si les talibans afghans tentaient de mener une guerre conventionnelle contre le Pakistan, ce ne serait pas un combat équilibré, et les deux camps le savent. Mais leurs bonnes nouvelles ne vont guère plus loin, car les talibans afghans excellent vraiment dans ce type de guerre, forts de décennies d'expérience récentes contre les Américains et autrefois contre les Soviétiques. Que l'on parle des talibans afghans ou des talibans pakistanais, une chose reste parfaitement constante. Leurs combattants prospèrent dans le style chaotique et asymétrique de la guerre d'insurrection classique. Dans une grande partie de l'Afghanistan et du Pakistan, leurs combattants peuvent se fondre dans la population locale pachtoune qui vit et se déplace pratiquement sans restriction dans la zone frontalière entre les deux pays. Les forces afghanes ne peuvent pas vaincre le Pakistan de front, mais elles peuvent entraîner le Pakistan dans un conflit prolongé et épuiser leurs voisins plus puissants. Pire encore, c'est justement le type de guerre où le Pakistan moderne a le plus de difficultés. Les talibans pakistanais menacent gravement la sécurité au Pakistan, mais Islamabad doit aussi affronter d'autres groupes insurgés. Au Baloutchistan, les séparatistes baloutches ont été quasiment impossibles à arrêter pour les forces pakistanaises. L'État islamique maintient une présence au Pakistan. De nombreux groupes militants anti-pakistanais opèrent au Cachemire, tandis que d'autres insurrections ethniques et religieuses y mènent aussi des attaques. Pour une nation qui est à juste titre considérée comme un acteur régional puissant, doté d'un arsenal nucléaire complet, la situation sécuritaire interne du Pakistan est étonnamment mauvaise. C'était avant que les talibans afghans n'aient des raisons d'envisager d'étendre et financer l'insurrection des talibans pakistanais. Quant à savoir si l'Afghanistan le ferait réellement, malheureusement, la question reste en suspens. Après la première flambée de violence le 12 octobre, la plupart des experts régionaux pensaient qu'il restait possible de désamorcer la situation et que les talibans afghans chercheraient à éviter de nouvelles hostilités. Cependant, ces évaluations commencent maintenant à changer après que le Pakistan a démontré sa volonté de frapper Kaboul en toute impunité et a laissé entendre qu'il pourrait croire n'avoir rien à craindre de l'Afghanistan, à part quelques escarmouches limitées à la frontière. Rappelez-vous, selon l'équilibre traditionnel des forces, c'est le Pakistan qui a clairement l'avantage. Mais c'est à l'Afghanistan de faire la paix avec l'ordre actuel des choses ou de changer la dynamique régionale en intensifiant la guerre asymétrique. Il y a un autre coup de chance à prendre en compte. La communauté internationale est prête à soutenir fermement le Pakistan tout en étant capable d'engager un dialogue avec l'Afghanistan.
Que ce soit la Chine, la Russie, les États-Unis, l'Union européenne ou toute autre puissance géopolitiquement pertinente à part l'Inde, toutes préféreraient voir le Pakistan sûr et stable et souhaiteraient fortement que ce problème soit résolu par la négociation. La Chine possède d'importants actifs matériels dans les deux pays et exerce systématiquement une pression dans d'autres conflits internationaux pour s'assurer que ses intérêts ne soient jamais menacés. Les États-Unis disposent désormais d'un prétexte pour soutenir directement le Pakistan afin de reprendre la base aérienne de Bagram. La Russie pourrait mettre fin à sa réconciliation avec l'Afghanistan après avoir été le premier pays à reconnaître le gouvernement taliban. L'Arabie saoudite a signé un pacte de défense avec le Pakistan, mais préfère ne pas l'utiliser si vite, surtout contre un autre pays musulman. Et les talibans afghans savent très bien que si le reste du monde avait eu gain de cause, ils n'auraient jamais eu la moindre chance de diriger leur nation. Pour survivre, l'Afghanistan ne peut se permettre de fournir au monde une raison de soutenir des opérations militaires visant à détruire son arsenal restant. Espérons que le monde en saura déjà plus sur la situation au moment où vous verrez cet épisode. Et bientôt, le Pakistan et l'Afghanistan pourront s'entendre sur une voie à suivre vers une paix plus durable. Actuellement, ces deux nations d'Asie du Sud sont à couteau tiré. Et malheureusement, rien ne garantit que la paix prévaudra. Merci de nous avoir regardés.